plusieurs forums et organisé plusieurs forums, et les forums étaient ouverts à tout le monde. C'était publié dans le journal local. Il faut marcher. Approchez-vous. Donc, ce que je disais, c'est que la richesse de Montréal, en fond, c'était le conseil des leaders religieux qui permettait donc un regroupement de leaders religieux, mais qui n'était pas exclusif à d'autres personnes, et surtout les événements qui étaient organisés, forums de discussion ou événements plus rassembleurs, étaient ouverts à tout le monde. C'était publié dans le journal local, et tout le monde pouvait se présenter, participer à la discussion. Est-ce qu'il y en a eu des gens non religieux? Oui. Il y a eu des gens non religieux. À l'époque, les événements avaient lieu dans les lieux publics. C'est pendant toutes ces années, de 2003 à 2012, nos événements avaient lieu dans les lieux publics qui nous acceptaient. Depuis 2012, on n'a plus le droit à accéder dans des lieux publics. La dernière fois, Mme Lefebvre est venue pour un forum sur le rôle des communautés de foi dans la prévention de la radicalisation. On avait le directeur du Centre de prévention de la radicalisation et de la violence. Bien, on n'a pas eu droit en lieu public. On a vu personne. Qu'est-ce que vous entendez par un lieu public? Qu'est-ce que vous avez en tête? Le centre communautaire. Ou bien un parc. Dans le temps, on organisait nos activités dans la maison culturelle communautaire, dans les parcs, dans les écoles, on organisait toutes nos activités dans les lieux publics. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Donc, chez des particuliers? Mais là, on fait dans les lieux de culte. Parce qu'on en a des lieux, on en a plein de lieux de culte, donc on veut le faire. Mais nous, le fait de le faire dans un lieu de culte, ça limite. Les gens qui venaient à la maison culturelle communautaire, je ne sais pas s'ils vont venir. On a une personne, à la dernière rencontre, une personne qui faisait pas partie, qui adhérait pas à la vision de tout le monde, qui a pris la parole, et c'est tout. Dans les autres lieux, quand on organisait nos événements dans les lieux publics, on avait tout le monde qui parlait, puis qui exprimait leur point de vue, qui n'était pas spécifiquement religieux. Alors, sur les 33 millions de citoyens, la grande surprise des statistiques de 2011, vous savez que les grandes statistiques canadiennes, c'est à tous les 10 ans. Donc, les dernières, c'est 2011, avant c'était 2001. Alors oui, les minorités religieuses connues augmentent en proportion, mais demeurent très minoritaires, mais c'est aucune appartenance religieuse. Ceux qui ne disent avoir aucune appartenance religieuse sont rendus à presque 8 millions. Ils sont certainement actuellement plus que 8 millions, en fait. C'était 7 850 000, c'est certainement plus à présent. Ça inclut les agnostiques, athées, humanistes, aucune religion ou aucune appartenance religieuse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas spirituels, par ailleurs. Hein? C'est un groupe assez compliqué. Là. Mais, alors, vous savez que beaucoup de plaintes, en fait, c'est ça l'ironie, hein? Beaucoup de plaintes aux tribunaux ne sont pas venues de gens religieux. Par exemple, toute la question de la prière, ce sont des athées. Hein? Et les laïcs non religieux, hein, parce qu'il y a des laïcs qui peuvent être eux-mêmes pratiquants, voilà, qui se disent laïcs, mais des laïcs là, religieux ou non religieux ont largement pris part aux débats qui se sont faits depuis plusieurs années au Québec. Fait que je pense qu'au Canada, en général, si on se compare, comme disait Mme Trahan, au reste du monde, on a des discussions publiques remarquables. Pensez à Bouchard-Taylor, oui, il y avait du tumulte, mais beaucoup d'avis s'exprimaient publiquement de personnes de toutes sortes d'allégeances. Alors là-dessus, on se démarque. Par rapport à la possibilité d'exprimer des malaises, aussi, je pense qu'on est dans une société délibérative intéressante. Et les conseils municipaux sont des lieux de débat. Alors, est-ce que, bon, si on s'appelle Conseil des leaders religieux, c'est sûr qu'on n'attirera pas les gens athées. Hein? Oui, ils venaient pour écouter des débats municipaux, mais si vous voulez attirer des gens aussi de convictions non religieuses, pensez-y. Hein? Ça pourrait être Conseil des leaders religieux ou interconvictionnel. Tout le monde a des sociaux. Ah, mais en tout cas, il ne faut pas enlever le mot religieux, mais on peut pour sentir l'inclusion. Puis la question des locaux publics, ça c'est un bon exemple d'interrogation qu'on peut avoir. Est-ce que des villes peuvent mettre à disposition de groupes religieux des locaux publics ou interreligieux? Bien, c'est une question. Hein? C'est sûr que comme il y a beaucoup de lieux de culte à Montréal, bien, les villes s'attendent à ce que les groupes religieux ou interreligieux... Regardez, ici, on est dans un lieu de culte, c'est une salle magnifique.
évidemment, ça coûte un prix pour l'occuper, mais il y a beaucoup d'espace. Je sais que les catholiques, d'après moi, demandent peu souvent des lieux publics. Parce qu'ils ont des sous-sols d'églises, ils ont toutes sortes de lieux partout. Hein. On sait qu'il y a trop d'églises à Montréal. Mais c'est un débat. Ça mérite d'être soulevé, cette question-là. Pourquoi ça vous est refusé? Si ce n'est pas refusé à d'autres groupes sociaux, ben, je pense qu'il pourrait y avoir une réflexion. Hein? Mais c'est intéressant de soulever la question, puis ça pourrait être débattu à mon avis. Et puis c'est un fait que certaines religions ne se sentent pas à l'aise ou ne peuvent pas aller dans des lieux de culte d'une autre religion. Des juifs très pratiquants, par exemple, ne peuvent pas venir, et il ne s'agit pas d'être assidique, le moindrement orthodoxe, ils ne peuvent pas venir dans une église catholique. Alors, ça pose des problèmes, mais on peut aller dans des synagogues. Moi, je suis allée à des réunions dans des sous-sols de synagogues, il n'y a pas vraiment de problème. On parlait à table, les lieux de débat ne sont pas non plus toujours des lieux formels. Votre question, je pense que les réponses ont parlé de structures un petit peu formelles. Il y a des tas de situations où les choses se discutent autrement. Il existait autrefois, là, dans les années 70, les COFI, les centres d'orientation et de formation des immigrants, où on expliquait aux immigrants comment la société québécoise fonctionnait, comment un des professeurs me disait, ben, je vais dans les tout débuts avec eux, je leur montre comment prendre le tramway ou l'autobus ou le métro, des choses comme ça. Alors, il y a peut-être des choses comme ça où c'est plus facile de discuter parce que quelquefois, les gens ont peur. Quand j'étais au ministère, on avait mis sur place dans la francophonie un projet pour des cliniques d'aide juridique pour les femmes dans les pays africains francophones. Et là, les collègues du Québec avaient dit ah ben on peut organiser des rencontres, on vous suggère d'organiser des rencontres où vous informez les femmes. Et là, les Africaines nous ont dit non, parce que les maris ne laisseront pas les femmes venir. On fait ça à l'occasion de réunions d'un groupe de tricotage, de tricot. Parce que là, les maris vont laisser les femmes partir, elles vont aller tricoter, puis en tricotant, ben, elles vont placoter, puis elles vont parler d'autres choses, puis elles vont échanger des vues. Puis l'autre commentaire que je voulais faire, c'est le grand problème actuellement que le groupe qui n'a pas de religion et qui n'a rien à quoi se raccrocher comme institution, ou également comme sentiment. Je vois ça beaucoup chez les jeunes ou des gens dans la quarantaine là, qui n'ont pas eu d'instruction religieuse, et quelle que soit l'instruction religieuse, vont dire « Ah ben mon Dieu, nos valeurs sont mises en péril ». Et j'ai eu je leur ai dit à un moment donné, ben oui, mais donnez-moi un exemple où l'immigration, parce qu'évidemment c'est toujours le sujet de l'immigration, où l'immigration met nos valeurs en péril. Nos valeurs, elles sont les nôtres, on les manifeste de n'importe quelle façon. C'est sûr que en l'an 2100, on ne vivra pas comme on vivait là en 1950 et 1970 et 1980, et déjà qu'on ne vit plus comme ça. Alors, c'est une évolution normale, mais nos valeurs, si on les a profondément ancrées en nous, il n'y en a pas de problème. Et ça aussi, c'est cette peur dont vous parliez, je pense, qui fait en sorte que il faut qu'il y ait des échanges. Et comment les provoque-t-on? La télévision et la radio ne les favorisent pas souvent, et puis s'ils les favorisent à la radio, en général, ils sont absolument anti-religieux. Quand on écoute certaines émissions, c'est beaucoup plus critique enfin, on se recroirait dans les années 60 ou 70, ça ne revient pas. Mais il faut à un moment donné qu'on se renseigne au sujet de la religion les uns des autres ou de l'absence de religion, puis qu'on apprenne à respecter tout ça. Ça fait partie de la société, qu'on le veuille ou non. Et j'ai des amis, encore une fois,
une catholique qui avait épousé un juif et puis ils ne voulaient pas imposer aux enfants l'une ou l'autre religion, alors ils n'ont pas donné d'instruction religieuse aux enfants. Et quand j'allais chez eux, puis que je parlais de mon filleul, puis de ce que je faisais avec les autres, ah, ben là, mon Dieu, ça les intéressait beaucoup. Et la mère ne voulait pas répondre à ces questions-là. Puis moi, je me sentais, c'était pas à moi de faire l'éducation religieuse des enfants. Alors, il y a un vide religieux parce qu'il y a des tas de gens qui veulent pas avoir, qui veulent éviter certains problèmes parce qu'ils épousent quelqu'un d'une autre religion, mais ça a les conséquences que ça a, que voulez-vous? Oui, la question s'adresse à Mme Terral. Ah, décidément. Puisque vous avez parlé. Alors, non, la question s'adresse à vous parce que vous avez fait référence au colloque de 2014 sur la laïcité. Mais j'y étais pas, je vous dois n'y étiez dire. pas, mais vous êtes quand même quelqu'un qui avait une opinion très importante dans la question de la laïcité. Ben, en tout cas, plus que moi, je n'ai pas de formation légale. Les autres en ont aussi. Oui, vous êtes juge quand même. Alors, vous avez mentionné qu'on n'est pas gaulois. Ça m'a fait un petit velours d'entendre ça, là, honnêtement. Mais par rapport à quoi la laïcité gauloise, française, par rapport à quelle laïcité ici? Parce que vous n'êtes pas rendu là. Puis deuxièmement, le nouveau projet de la neutralité de l'État, comment il se situe là-dedans? Hein, on avait la Charte des valeurs. Bien, notre façon d'accueillir les immigrants en Amérique du Nord en général est beaucoup plus... et puis au Canada, parce que les États-Unis, c'est le melting pot. N'oublions pas que les États-Unis, c'est un produit de la France. Hein? Parce que l'indépendance des Américains s'est faite à cause des Français. Et Lafayette était là. Je fouillais récemment Beaumarchais et même allé se promener. Et puis, juste une petite parenthèse opératique, là. Il y a une phrase dans Le mariage de Figaro où le comte dit « Moi aussi, j'ai droit au bonheur ». Et quand on retrouve dans la Constitution américaine « The Pursuit of Happiness », je suis convaincue qu'il y a un lien entre Beaumarchais et tout ça, parce que Beaumarchais est allé se promener aux États-Unis. Ça sera un projet quand je serai à la vraie retraite, d'aller rechercher ça. Et Louis XVI a écrit une partie de la Constitution américaine. Alors, il y a une très grande influence chez les Américains et ce melting pot où il faut qu'on devienne américain comme il faut qu'on devienne républicain, n'est-ce pas? Les Français exigent ça. Ici, on laisse les gens faire. Et si je me fie à ça, qui correspond ce livre de Amin Maalouf, qui explique bien que quand on immigre en quelque part, moi j'ai vécu 2 ans en Autriche, je dois dire que je suis devenue canadienne parce que j'ai vécu 2 ans en Autriche. J'ai pris conscience, parce que j'étais confrontée à d'autres personnes, de ce que, et puis particulièrement dans le domaine juridique, j'ai développé toute la théorie du fait qu'on n'était pas seulement un pays bilingue, mais qu'on était aussi un pays bijuridique. Puis quand j'étais au ministère, il y a une loi qui est passée là-dessus. À partir du moment où on est à l'extérieur, et puis regardez les gens qui viennent ici, la première génération, ils vont s'enraciner profondément dans ce qu'ils ont quitté, parce qu'ils ne sont pas encore adaptés. Ça change avec les enfants. L'affaire Chafia est le plus bel exemple, le meurtre d'honneur, parce que ces filles-là, elles ne voulaient plus vivre comme leurs parents avaient vécu, etc. Alors, on accueille, on ne leur impose pas aux gens de devenir totalement républicains tout de suite, on laisse ça suivre son cours. Et à mon avis, si on veut suivre un modèle de laïcité à la mode française, sauf le respect que je vois aux personnes qui partagent l'avis contraire, là, ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais moi je pense profondément qu'on fait fausse route. Notre modèle est bon, notre modèle nous a donné
des choses assez extraordinaires. Regardez comment les gens se sont intégrés, ils se sont bien intégrés, puis sans grande violence. On n'a pas eu les batailles, les banlieues françaises, là, puis comme ils ont peur, puis ces ghettos qui ont été créés. Bon, c'est sûr, vous me direz qu'il y a beaucoup de personnes originaires d'Haïti à Montréal-Nord, par exemple. Il y en a plus qu'ailleurs, mais il y a des quartiers italiens, il y a des quartiers grecs, il y a des quartiers... C'est un peu normal. Amsterdam, c'est la Nouvelle-Jérusalem. Je veux dire, et puis Outremont, c'est encore plus Jérusalem à certains égards. Mais moi, ça ne me dérange pas. Personnellement, là, j'aimerais ça qu'on ait une Rome un peu à l'occasion. Mais alors, c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je trouve qu'on a un truc qui est moins contraignant. Et on donne aux gens le temps de s'adapter. Et on le faisait mieux avant quand on avait les fameux coffees. Quand on prenait le temps de dire aux gens, on doit se comporter de telle et telle façon, etc. C'est dans ce sens-là que je disais ça, si vous voulez. Alors, mais encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec moi. Là, y a des personnes qui vont vous dire que ça n'a pas de bon sens ce que je dis, que c'est bien effrayant. Si je peux me permettre, non, écoutez, c'est très sensé. En fait, c'est un peu compliqué cette histoire-là parce qu'on ne compare jamais uniquement les modèles de laïcité. Madame Trahan vient de parler de la dynamique démographique, par exemple. L'immigration musulmane en Europe, c'est unique. On n'a pas l'équivalent ici. Il n'y a pas de ghetto au sens strict du terme nulle part au Canada. Parce qu'on a une démographie puis une immigration beaucoup plus par vague, régulière. Et disons-le, on sélectionne vraiment sévèrement notre immigration. On ne peut pas faire la leçon à l'Europe. Et puis, c'est un autre monde. Le Canada, c'est vrai que c'est un pays de rêve, mais regardez les critères que l'on impose. On s'est beaucoup vanté internationalement d'avoir accueilli 25 000 réfugiés syriens, mais en Allemagne, c'est 1 million. En Jordanie, il y a eu combien de vagues, de centaines de milliers. Alors moi, je suis très fière du Canada, mais je ne ferai pas la leçon aux autres pays, parce que l'Europe, et je ne dis pas que vous la faites, Mme Trahan, mais l'Europe a des problèmes énormes sur le plan démographique que nous n'avons pas ici. Nous sommes un pays extrêmement préservé. Alors, sur la laïcité, ce qui est très connu, c'est que la France a de la difficulté avec certains types de libertés religieuses, comme la visibilité, par exemple. Ils sont plus allergiques que nous. Mais des franges chez nous ont hérité de cette vision-là. Hein. Si vous mettez le Parti québécois au pouvoir, il n'y aura pas le même type de promotion de laïcité. Hein. La Charte de la laïcité, il y avait deux types de laïcité au sein du Parti québécois. La laïcité républicaine, forte, même un peu religieuse, et puis la laïcité plutôt favorable au catholicisme, plutôt traditionnelle. Actuellement, la vision du Parti libéral est plus commune au reste du Canada. C'est-à-dire qu'ils sont assez réticents à limiter les libertés religieuses, sauf pour des raisons pragmatiques. Alors, oui, et la France est différente, mais même en France, il y a des différences aussi, il y a des différences de point de vue. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a du financement direct des religions en France. C'est pas la laïcité, ça. Vous savez, alors, quand on se met à parler de la laïcité, on parle de quoi? Ça dépend de quel niveau de la vie en société. Et on a des mentalités très, très différentes, c'est vrai, ici. On a des similitudes avec les États-Unis, mais on a aussi des différences. Et puis, les États-Unis ont été grandement influencés aussi par les petites minorités protestantes venues d'Angleterre, qui avaient été martyrisées par l'Angleterre. Donc, qui étaient très attachés aux libertés religieuses. Et ça a marqué toute l'Amérique. Donc, bon, ça dépend de l'histoire, ça dépend du type d'immigration, ça dépend des lois en vigueur et de diverses mentalités qui se sont tissées au fil du temps. Bon, je veux pas il ne reste pas beaucoup de temps pour la discussion, mais il y a peut-être d'autres questions sur le cas de Montréal-Nord, je ne sais pas. Encore 5 minutes. Alors, si vous voulez avoir... Moi, j'aurais une question sur une expression que j'ai accrochée. Croyance sincère. Dans des cas de procès qui semblent être une sorte de critère juridique pour rendre certains jugements. Bon, croyance sincère, il peut y avoir l'incroyance sincère. Le contraire de la sincérité, ça serait
qui serait une bonne foi, il y aurait la non-croyance sincère ou la mauvaise croyance, je ne sais pas trop. Enfin, cette idée de croyance sincère, ça m'a fait penser à un mini-fait que j'ai lu la semaine dernière dans le Journal de Montréal. Ça, par contre, on retombe peut-être dans l'atelier de ce matin sur l'intoxication des médias. Mais il y avait une page sur les commissions scolaires, les écoles étant le lieu à la fois de l'intégration et de la manifestation au niveau des congés, au niveau des pratiques, au niveau du sport, au niveau des repas. C'est aussi le lieu des affrontements, j'oserais dire, quasiment. Et alors cet événement était le suivant. Un père musulman, évidemment, a refusé de parler à la directrice pour un problème de son fils parce que sa religion l'empêchait de parler à une femme. Et on disait dans l'article que comment régler le problème, on a été chercher l'imam pour que l'imam soit l'intermédiaire entre le père et la directrice. Et là, bon, quelle était cette religion avec une croyance sincère? Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que l'autorité religieuse dont cet homme pouvait se référer pouvait lui dire oui, tu as raison, ta religion t'interdit de faire ça? Si on regarde du point de vue de la manière dont notre démocratie voit le rapport entre les sexes, il était dans le tort parce que c'est un mépris envers la femme, une discrimination, peu importe. Et quand on voit l'attitude de l'imam qui est un responsable religieux, il a donné raison à son paroissien, si j'ose dire, puisqu'il a joué son jeu. Au lieu de lui apprendre que peut-être au Canada il pouvait parler à une femme, c'était pas un péché, qu'il n'irait pas en enfer, il a fait en sorte que cet homme ne puisse pas parler à une femme, mais qu'on règle quand même le problème. Il y avait une croyance sincère, je suppose. Si cette histoire-là avait donné lieu à une sorte de procès, je ne sais pas quoi, comment un juge, en fonction d'une croyance sincère, le juge de la démocratie canadienne se serait-il mis dans une sorte de contradiction? On permet par une croyance sincère de pratiquer une discrimination. Enfin, je pose cette question. Je ne peux pas répondre à la question parce que ça dépend de la preuve qui sera apportée. Okay. Il y a des, pardon, je n'ai pas parlé dans le micro. C'est difficile de répondre à cette question-là dans l'abstrait parce que ce qu'on dit toujours, c'est qu'on ne répond pas à des questions hypothétiques. Je ne peux pas vous dire, dans chacun des cas, que ce soit l'affaire du Kirpan ou l'affaire de la pick-up ou les autres trucs, il y a des preuves qui ont permis au juge de dire dans tel et tel cas, il y a telle et telle chose qui ne se passe pas. Et encore une fois, ça dépend aussi, je ne veux pas excuser l'imam, parce que c'est vrai, vous avez raison quand vous dites que l'imam, dans le fond, a donné raison à son paroissien, au lieu de dire, ben, tu es au Canada, vis comme au Canada, et puis tu n'iras pas en enfer parce que tu iras pas en enfer, un point c'est tout. Mais peut-être qu'il était pris dans la volonté, là je vais essayer je fais son apologie, je vais essayer de l'excuser en disant, il était peut-être pris, il voulait régler un problème rapidement et en servant d'intermédiaire, ça pouvait fonctionner. Mais je vous répondrai, parce que je suis d'accord avec vous, qu'il n'a pas... il aurait peut-être pu agir d'une autre façon et dire à son paroissien, mais tu devrais parler, comme je disais. Il y a une éducation à faire aussi des imams, comme des rabbins dans certains cas, parce que moi j'ai la chance, mes deuxièmes voisins me parlent, mais ils sont, et c'est des acidiques, très acidiques, là, mais ils vont me parler. Et j'ai eu un procès où j'ai eu affaire avec des acidiques et tout ce monde-là n'a pas tenu compte du fait que j'étais une femme juge. J'ai toujours dit que j'avais pas de sexe sous ma toge, là, mais ça fait rien. Ils n'ont pas eu objection à être entendus par une femme. Alors, ça dépend de tas de choses, de tas de contextes. Mais je suis sûre qu'il y a peut-être des orthodoxes qui ne seraient jamais vus. Ils ne viennent pas en cours, de toute façon. C'est très rare qu'on voit des gens pour des divorces chez les orthodoxes. Ils vont régler ça entre eux très souvent. Oh. Alors, on vous remercie.